Donc, globalement, une liste disons, de critères, on va dire, importants pour arriver à développer ou arriver en tout cas à traiter une maladie du système nerveux central. Donc, ça va du plus basique à des choses un petit peu plus compliquées. Le plus basique, c'est qu'il faut qu'il rentre dans le système nerveux central. Il faut ensuite aller soigner les bonnes cellules au bon endroit et au bon moment. Donc ça, déjà, c'est plus compliqué parce que ça nécessite de connaître l'histoire de la maladie, connaître la physiopathologie de la maladie. Or, pour la majorité de ces maladies, on ne la connaît pas ou peu. Il faut ensuite que les produits qu'on va administrer, on va parler beaucoup de vecteurs thérapeutiques, de thérapie génique, d'enzymes, ou que ce soit la thérapie cellulaire, bien sûr, n'entraînent pas de réaction immune contre le vecteur, par exemple, ou contre le transgène lui-même. Il faut bien sûr que la surexpression d'une protéine, quand on parle de thérapie génique, par exemple, ne soit pas toxique. Il faut avoir vraiment bien vérifié ça. Évidemment, on a une notion en particulier en pédiatrie. Moi, je suis un neuropédiatre, donc je m'occupe plus de maladies qui ont un début précoce et avec une évolution dramatique, très très rapide. Donc bien sûr que quand on est dans la phase de dégradation rapide de la maladie, je crains qu'on ait avant longtemps une possibilité d'arrêter la maladie. Voilà. Et une chose aussi importante, évidemment, on va en reparler après, qui est que finalement, Koumaran, tu as raison, le modèle, c'est l'homme. Alors, petite particularité pour l'enfant, d'abord, donc c'est des maladies rares, donc c'est des toutes petites cohortes. Donc c'est hyper compliqué de pouvoir soigner, trouver en tout cas 20 ou 30 ou 40 enfants qui soient exactement inclus dans un essai clinique à un stade qu'on a souhaité, avec une homogénéité de leur clinique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais bon, il n'y a pas que en pédiatrie, pas que dans les maladies rares. Il y a évidemment une variabilité clinique. Il y a souvent un diagnostic rapide, l'évolution, on l'a dit. Et puis, donc, ces deux choses, et là, on verra à la fin, on en reparlera, mais qui sont, à mon avis, essentielles et qui nous manquent vraiment. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à les anticiper. Souvent, maintenant, dans les essais cliniques, je reparle une fois de plus de la pédiatrie, maladie neurodégénérative, on fait l'histoire naturelle en même temps que l'essai clinique, donc ça n'a pas de sens. On a un recul très faible, on a finalement pas suffisamment de données. Il y a quelques exceptions. Bon, il n'y a pas de traitement, donc ça évidemment. Il y a des aspects réglementaires qui sont plus compliqués chez l'enfant que chez l'adulte. Donc ça, c'est le premier élément qui, pour avoir travaillé, j'ai participé à l'essai clinique de la thérapie génique intracérébrale de la leucodystrophie. Donc pendant ma thèse, la leucodystrophie métachromatique, pendant ma thèse, je soignais les souris, pas malades, avec des cerveaux complètement lisses. Et puis voilà que maintenant, en essai clinique, on a ce traitement qui vise à soigner des enfants très malades avec des anomalies majeures à l'IRM. Donc c'est vrai qu'on passe d'un animal modèle avec un cerveau de 200 ou 400 mg, pas très malade, dans laquelle on va mettre un vecteur de thérapie génique. Bon, on a guéri la souris. Il y a plein de papiers comme ça dans plein de maladies. Donc moi, j'étais contente quand j'étais en thèse, évidemment. Mais bon. Et puis après, on passe par le primate. Bon, 90 grammes, un cerveau de primate. Et puis l'enfant, 1 kg. Primate, bien sûr, on n'a pas dans cette maladie de modèle. Donc on n'a même pas pu tester l'efficacité de notre approche de thérapie génique intracérébrale sur un gros modèle de la maladie. Un autre, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est clair qu'un cerveau de souris, un cerveau d'enfant, ça ne se fabrique pas pareil, pas au même moment, avant la naissance, après la naissance. Donc tout ça, ça doit être pris en compte quand on fait un protocole clinique. Et quoi qu'il en soit, je trouve plutôt marrante cette image, c'est que si tu donnes un pion d'un jeu d'échecs à une souris, elle ne va pas jouer aux échecs. Donc je pense que vraiment, il faut relativiser, moi c'est en tout cas pour l'avenir les résultats qu'on peut obtenir chez la souris. Alors, on va commencer par le positif, donc l'adrénoleucodystrophie. Donc ça, c'est un vrai succès. L'adrénoleucodystrophie, donc c'est une maladie qui est liée à l'X. 35 à 40 nouveaux cas en France. Il y a, entre guillemets, une maladie de base, qui est finalement la forme adulte de la maladie, qui est une adrénomyéloneuropathie, qui entraîne donc une paraparésie spastique qui touche les hommes jeunes et les femmes conductrices, qui n'est pas létale, mais avec une atteinte motrice qui peut être très sévère.
Et puis se rajoutent des formes cérébrales. Donc les formes cérébrales, soit c'est la forme cérébrale de l'enfant, donc à cet âge-là, bien sûr, ils n'ont pas d'atteinte médulaire, ils sont trop jeunes, mais ils développent, on ne sait pas pourquoi, à cet âge-là, donc 35% des cas, donc entre 5 et 12 ans, une leucodystrophie dramatique, avec une évolution excessivement rapide. Et puis il y a aussi des hommes adultes qui ont une AMN et qui développent une atteinte cérébrale. Et puis il y a des patients qui ont une insuffisance surrénale isolée, qui va quasiment, c'est une maladie avec une pénétrance quasiment complète, c'est-à-dire qu'au-delà de 60 ans, 100% des garçons, en tout cas, ont des signes au minimum d'adrénomyéloneuropathie. Donc voilà, donc il y a principalement la forme de l'enfant qui est dramatique, et c'est celle-là qu'on va parler, et puis des formes adultes avec ou sans atteinte cérébrale, et un marqueur qui est les acides gras très longue chaîne, donc facile à doser. Alors, c'est une maladie qui est excessivement variable, c'est-à-dire qu'avec la même mutation dans la même famille, on peut avoir tout ce que je vous ai dit, on peut l'avoir sans qu'on puisse savoir pourquoi. On n'a pas aujourd'hui de marqueur qui va dire on va faire une forme de l'adulte, de l'enfant, etc. Et donc du coup, on est obligé quand on fait un diagnostic chez un enfant, par exemple un petit frère d'un enfant qui a été diagnostiqué comme cas index, on va être obligé de le suivre. Le seul moyen qu'on ait, c'est de le suivre avec une IRM jusqu'à ce qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, ce qu'on va surveiller, c'est l'apparition de toutes petites lésions au niveau cérébral qui va enclencher le processus de traitement. Le gène, donc, c'est un transporteur peroxysomal des acides gras très longue chaîne qui a probablement d'autres fonctions. Vous verrez à la fin, je vous montrerai une diapositive qu'a fait Patrick Aubourg où il y a des hypothèses physiopathologiques, il y en a dans tous les sens. C'est une maladie pour laquelle la physiopathologie commence à être un petit peu démasquée, mais on ne connaît pas tout quand même, et en particulier quelle est exactement la fonction de ce transporteur, on ne sait pas. Ce qui est certain, donc ça, c'est la caractéristique de la forme infantile, donc cérébrale infantile. Donc en fait, classiquement, c'est l'enfant qui va bien jusqu'à 4, 5, 6 ans. À 6 ans, il rentre en CP, il a des petites difficultés scolaires. On dit c'est parce qu'il rentre en CP, donc il va voir le psychologue, etc. Et à ce moment-là, il n'a pas de signes neurologiques, il a des troubles d'attention. Et il n'y a pas à ce moment-là de lésions, ou alors elles sont vraiment très, très minimes. Et puis, à un moment donné, paf, il y a la dégradation qui se produit avec un trigger qu'on ne connaît pas. Et à ce moment-là, ça va très très vite et l'enfant développe une maladie neurologique avec une tétraparésie, déficit visuel, auditif, un tableau très sévère, une perte de une cécité et un état grabataire et un décès prématuré dans la première décade ou la deuxième décade. Donc ça, c'est la maladie. Cette maladie, elle est traitable à partir du moment où on la traite très tôt, c'est-à-dire à ce moment-là, quand en fait il n'y a pas de symptômes évidents, mais qu'il y a déjà, on ne voit pas très bien, c'est mes tables repostent à moi, mais qu'il y a déjà des toutes petites lésions qui sont observées à l'IRM. Et donc le traitement, c'est une greffe de moelle osseuse ou de sang de cordon. Et ce traitement, c'est maintenant en tout cas dans les formes de l'enfant, l'adulte c'est un petit peu moins simple, mais dans les formes de l'enfant, c'est très très caractérisé. On a une surveillance de l'IRM chez des enfants présymptomatiques. L'enfant chez qui on fait le diagnostic, le premier enfant en général, malheureusement, pour lui, c'est trop tard parce que, comme je vous l'ai dit, les signes cliniques, on est déjà là. Donc là, c'est trop tard, ça ne fait rien le traitement. Donc on va prendre les petits frères et puis on va les suivre avec des IRM. Et dès qu'on voit apparaître une lésion, il faut faire la greffe à ce moment-là. Donc c'est très, très... Il y a vraiment des critères très, très précis qui sont là pour le coup. Il n'y a pas d'ambiguïté. Dans le monde entier, globalement, on fait pareil. Donc il y a un critère de démyélinisation, un critère cognitif, un critère, on mélange les deux et on propose ou pas un traitement. La greffe de cellules souches hématopoïétiques ou sang de cordon, le principe c'est que les cellules du donneur vont aller migrer dans le cerveau et progressivement remplacer des cellules microgliales de l'enfant qui sont présentes et qui... donc c'est comme une thérapie cellulaire en fait, on remplace une cellule par une autre. Ce qu'il y a, c'est que ça met longtemps, 12 à 18 mois, donc le temps que le traitement soit efficace est assez long. Et là, en l'occurrence, la LD-protéine, c'est une protéine qui n'est pas sécrétée, donc c'est bien de la thérapie cellulaire qu'on fait. Donc c'est bien en remplaçant la microglie qu'on empêche la maladie. Pourquoi, on ne sait pas parfaitement bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, donc ça, c'est bien, donc c'est la seule maladie, par exemple, pratiquement, je pense, neurodégénérative, en tout cas, qu'on arrive à traiter.
Et avec des résultats, maintenant, ça fait plus de 20 ans que les premiers patients ont été traités, donc on a vraiment des résultats sur du long terme. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a, je dis on, moi, je n'étais pas impliquée dans la recherche clinique, c'est Patrick Aubourg, Nathalie Cartier. Pourquoi est-ce qu'il y a une décision de développer un projet de thérapie génique en utilisant donc une autogreffe de cellules du donneur, c'est-à-dire on prend les cellules de l'enfant, on les injecte avec le vecteur qui contient un gène corrigé, donc, et puis on les réadministre. Donc c'est une autogreffe avec des cellules qui ont été corrigées ex vivo par un vecteur lentiviral qui est un vecteur dérivé du virus HIV. Pourquoi? D'abord parce que, même si maintenant c'est moins vrai avec le sang de cordon et tout ça, il y a quand même des difficultés pour trouver un donneur. Or, vous aurez compris que quand on commence à penser à une greffe, il faut aller vite, parce que sinon on risque d'arriver dans le moment de la maladie où ça se dégrade très vite. Deuxièmement, il y a un risque qui est chez l'enfant et chez l'adulte qui n'est pas négligeable de décès. Et troisièmement, on sait clairement que moins il y a de complications, mieux c'est, et mieux le traitement marche. Et que donc une autogreffe, évidemment, par définition, est le traitement qui peut amener au moins de complications. Donc il y a eu un premier essai de phase 1-2, donc en 2006, hein, ça fait longtemps. Donc 4 enfants qui ont été traités, qui étaient des garçons candidats, donc forme infantile, candidats pour une greffe, mais qui n'avaient pas de donneur. Donc ça, c'était les critères d'inclusion. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, donc ces 4 enfants ont été traités. Le résultat montre que c'est à peu près comme la greffe allogénique. Pas de différence, ni mieux ni moins bien, et pas de toxicité, pas d'effet indésirable grave. Donc ça a été suivi par un essai de phase 2-3 qui a été initié par Bluebird, qui a repris la suite de l'étude. Donc il y a actuellement donc, cet essai de phase 2-3. Donc les critères d'inclusion, c'est des enfants, pareil, qui ont un score d'immunisation inférieur à 9 et qui n'ont pas de donneur intrafamilial. Donc ça a un petit peu élargi le fait que on peut, s'il y a un donneur intrafamilial, on ne fait pas la thérapie génique, mais s'il n'y a pas de donneur intrafamilial, on fait la thérapie génique, même s'il y a un donneur non apparenté. Il y a aujourd'hui à peu près 30 enfants qui sont en cours de traitement, avec globalement des résultats qui montrent un profil de safety, de sécurité tout à fait satisfaisant, pas d'effets indésirables graves liés aux médicaments. Il y a les résultats, c'est sur 17 patients. Il y a eu 2 échecs, dont un malheureusement patient français qui a été probablement greffé trop tard. Et l'autre, en fait, est sorti de l'étude parce que les parents ont considéré que l'évolution après le traitement n'était pas satisfaisante. Donc, ils l'ont sorti de l'étude, ils ont refait une greffe allogénique et l'enfant est décédé de cette deuxième greffe. Alors qu'il évoluait finalement comme les autres. Pas de rejet, pas de GVH. Voilà, donc pas de choses bien compliquées. Maintenant, on va prendre l'autre pathologie pour lesquelles il y a des essais cliniques en cours, qui est la leucodystrophie métachromatique. Donc c'est une maladie lysosomale, autosomique récessive. C'est une maladie qui est due au déficit d'une sulfatase qui s'appelle arylsulfatase A, et donc une accumulation d'un produit qui est les sulfatides, et qui entraîne principalement dans les oligodendrocytes, parce que c'est principalement là qu'ils sont fabriqués, et donc qui entraîne une démyélinisation du système nerveux central et périphérique, donc ça touche le cerveau, la moelle, les nerfs périphériques. Le diagnostic, il est d'abord clinique, et puis après, il est confirmé par l'imagerie qui montre une leucodystrophie symétrique, bilatérale, symétrique, qui évolue assez rapidement, mais l'IRM peut être normal au début de la maladie. La mesure de l'activité de l'enzyme et de l'accumulation de sulfatides dans les urines, éventuellement les vitesses de conduction nerveuse qui montrent une neuropathie, et puis la génétique. Donc il y a 2 gros groupes dans cette maladie. Il y a des formes précoces qui commencent, la plus fréquente c'est la forme infantile tardive qui commence entre 1 et 2 ans, puis après il y a un continuum, et puis la forme juvénile précoce entre 4 et 6 ans. Donc c'est dans ce groupe-là, c'est les plus fréquents, c'est les plus sévères, c'est les plus homogènes, il n'y a pas de traitement, pour résumer. Dans les formes plus tardives, juvéniles tardives adultes, la dégradation, c'est plus variable déjà dans le phénotype. La dégradation, même si elle peut être quand même rapide, elle est en général un peu moins rapide. La phase de stabilisation se fait à un niveau un peu plus élevé, la survie est prolongée. Et en termes de traitement, il n'y a pas de choses vraiment
absolument fantastique, mais en tout cas, on peut proposer aujourd'hui une greffe de moelle osseuse à partir du moment où le traitement est fait très très tôt, et en particulier avec une préservation des fonctions cognitives. Et malgré tout, même les enfants qui ont les patients qui ont une greffe développent une maladie. Il y a 3 essais cliniques en cours dans cette maladie. Donc à l'époque, il y a quelques années, c'était très rare. Maintenant, il y a pas mal d'autres pathologies de l'enfant, dans les mucopolysaccharidoses, comme ça, où il y a plusieurs comme ça approches qui sont en évaluation en même temps. Mais là, donc, il y a 3 approches. Il y en a une dont on va parler en premier, qui est exactement la même approche que pour l'adrénoleucodystrophie. Autogreffe de cellules souches génétiquement corrigées par un vecteur lentiviral, qui a été développé par l'équipe d'Alessandra Biffi et Luigi Naldini à Milan, et pour lequel on a des résultats montrant que à un stade présymptomatique, donc ça concerne des formes précoces, principalement des formes infantiles tardives, à un stade présymptomatique de la maladie, ce traitement a un effet, et les résultats sont vraiment très très positifs, puisque même si certains patients développent quand même des petits signes de la maladie, et en modulant avec le recul qui est quand même pas non plus de 18 ans, puisque je crois que c'était 2000, ça doit faire 6-7 ans de recul à peu près pour les plus vieux, peut-être un peu plus, et bien on arrive à empêcher les signes de la maladie de se développer. Donc ce traitement, il est actuellement, c'est GSK qui est le promoteur. GSK s'est désengagé des maladies rares, donc il va être repris par on ne sait pas qui, on va le savoir bientôt, avec l'objectif d'une AMM puis d'une commercialisation pour les enfants présymptomatiques. Donc ça, c'est un vrai succès aussi. C'est un vrai succès. Après, il y a l'enzymothérapie intratécale. Donc l'administration d'enzymes via un petit porte-à-4 qui va dans l'espace, dans le liquide céphalorachidien, une injection tous les 15 jours. Donc c'est un essai qui est actuellement en cours, en phase 1-2, qui a testé 3 doses, avec une injection tous les 15 jours chez des enfants atteints de forme à un stade relativement précoce, c'est-à-dire en gros capables de marcher avec une main tenue. Ce qui, dans cette maladie-là, on n'en attrape pas beaucoup au diagnostic qui marche avec une main tenue. C'est-à-dire que ça va tellement vite et le diagnostic est fait tellement tard que malheureusement, au moment où on les voit avec le diagnostic, souvent ils marchent avec 2 mains, voire ils ne marchent plus du tout. Donc attraper des enfants qui marchent avec une main tenue au diagnostic, ce n'était pas si facile. Et donc cette étude a inclus 24 enfants, dont 12 avec la plus forte dose de 100 mg en l'occurrence. Qu'est-ce que ça a montré? Globalement, les enfants se dégradent après la mise en place du traitement. Et puis après, ils se stabilisent, donc avec un petit mieux pour la plus forte dose au niveau du score moteur, qui est un score utilisé, qui est le GMFM, qui est un score global de la motricité, avec un petit peu mieux au niveau du score de démyélinisation à l'IRM, et avec une normalisation du produit qui s'accumule sur les sulfatides dans le LCR, qui est évidente et précoce avec la plus forte dose, alors qu'elle est retardée ou bien insuffisante avec les plus faibles doses. Donc c'était un essai de safety, donc les critères sont remplis en termes de sécurité. Il y a une dose qui a été choisie et probablement qu'il va y avoir maintenant un vrai essai d'efficacité. En tout cas, c'est en train d'être discuté. Et puis le troisième, qui est donc l'essai qu'on a développé dans le laboratoire, thérapie génique intracérébrale, avec un rationnel qui était que la leucodystrophie métachromatique s'est limitée au système nerveux, qu'il y a une petite fenêtre thérapeutique, ils sont normaux pendant quelques mois en tout cas, qu'il n'y a pas de traitement, et que dans les enzymes lysosomales sont capables d'être sécrétées, recaptées. Donc on peut imaginer qu'une cellule qui a été corrigée par le vecteur de thérapie génique puisse fabriquer plein d'enzymes qui va être recaptées par les cellules d'à côté. C'est de la théorie. Ensuite, on pense qu'on va pouvoir cibler des régions d'intérêt, de démyélinisation. Donc ça, c'est le rationnel qui fait qu'on a choisi cette approche dans cette maladie. Donc le vecteur qu'on a choisi, c'est un vecteur AAV10, adéno-associaté de vecteurs, qui est connu pour avoir une d'action rapide, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, 15 jours, il est déjà en pleine action, qui diffuse bien dans le cerveau, qui a un effet, une durée de vie prolongée, en tout cas une expression très prolongée qui a été validée chez le primate et qui n'est pas pathogène dans la vie de tous les jours d'un humain. Si on attrape l'AAV, c'est pas très grave.
Donc c'est un essai qui a été avec le protocole suivant. Donc c'est un essai de phase 1-2 avec une croissance dose. L'ANSM nous a obligés à traiter les 2 premiers patients avec une plus faible dose de vecteur thérapeutique. Donc voilà le 1 10 puissance 12 pour les 2 premiers, 4 10 puissance 12 pour les suivants, 12 injections dans la substance blanche, donc avec 6 trous de trépan et à chaque trou de trépan, 2 petits cathéters qui sont descendus pour faire les injections. Et puis pas d'immunosuppression. Par contre, le geste est encadré par un traitement par corticoïde. Et on a inclus des enfants qui avaient une forme précoce de la maladie, c'est-à-dire juvénile tardive infantile tardive, juvénile précoce, et qui étaient au début de leur maladie, un peu comme l'essai d'enzymothérapie, globalement les mêmes critères, sauf qu'on a rajouté, nous, un critère cognitif, avec aussi une préservation relative de la cognition. Ça, ce sont les caractéristiques. Donc, en résumé, il y a 4 patients. Il y a 2 enfants qui étaient déjà symptomatiques, donc le premier et le troisième. Le premier, il avait une forme infantile classique. Le troisième, il avait une forme juvénile précoce avec un début un peu plus tardif. Et puis 2 enfants qui ont été traités à 9 mois, donc avant les symptômes. C'est bien sûr ceux-là qui sont le plus intéressants, en tout cas qui vont pour moi être le plus relevant. Donc au total, on a bien sûr montré que c'était la safety, la sécurité. On a montré la restauration d'une activité enzymatique, mais malheureusement pas suffisant pour prévenir ou stabiliser la maladie. Donc on a décidé d'arrêter les inclusions. C'est un échec et de modifier et de discuter éventuellement de modifier la procédure ou d'ajouter d'autres thérapeutiques en faisant des thérapies combinées. Alors maintenant, si on regarde un petit peu tout ce qui peut avoir empêché le traitement de fonctionner, après on rentre, il y a des hypothèses, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a donc des plus simples, comme on n'a pas mis au bon endroit, on n'en a pas mis assez. Finalement, cette histoire de sécrétion endocytose des enzymes lysosomales, peut-être que dans le cerveau, ça ne marche pas si bien. L'homme n'est pas une souris, enfin, c'est trop tard, une série de choses. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, je vous remercie. Chez l'enfant, quand vous faites des greffes, allogreffes, est-ce que, une fois, comme vous avez constaté des petites anomalies qui ont justifié du coup la procédure, est-ce que ces anomalies disparaissent? Est-ce qu'elles restent fixées comme telles? Comment ça se passe au niveau radiologique en fait? Alors, ce qu'on dit classiquement, c'est que la greffe met le temps de renouveler la microglie. Ça prend 12 à 18 mois, donc pendant cette durée, la maladie continue un petit peu d'évoluer. Elle peut ne pas, mais elle peut continuer d'évoluer. Les lésions, si c'est une petite lésion punctiforme, elle peut disparaître. Après, souvent, quand même, il reste des lésions qui restent là, et parfois des petites séquelles. Hein. C'est pas du 100% parfait, la greffe de moelle osseuse. Mais en tout cas, une des raisons, et c'est aussi pour ça pour moi que ça ne marche pas quand on le fait trop tard, c'est ce délai pour que ça marche. Pendant ce temps-là, la phase inflammatoire, je n'ai pas trop détaillé, mais il y a dans cette maladie une phase très très inflammatoire. D'ailleurs, on greffe les enfants au moment aussi où il y a une prise de gadolinium qui témoigne de la phase inflammatoire, donc elle peut s'étendre encore un petit peu. Donc ça ne s'arrête pas forcément tout de suite. Il peut y avoir des lésions qui évoluent un petit peu avec leur il y a une inertie en fait dans le cerveau. Et il peut par contre ne pas y avoir d'évolution, ça dépend. Okay. Et du coup, chez l'adulte, qu'est-ce qui est conseillé de faire quand on a un adulte qui est asymptomatique Qui a des lésions. Ouais. Qui a des lésions à l'IRM. Ouais. Ça dépend des lésions en fait. C'est-à-dire s'il n'y a pas de prise de gadolinium, c'est donc pas de marqueur d'inflammation active, on sait que les patients adultes, ils peuvent avoir parfois des lésions de la substance blanche, des atteintes, en particulier aussi une atteinte des faisceaux corticospinaux, qui ne nécessitent pas forcément qu'on fasse une greffe. S'il n'y a pas de symptômes, s'il n'y a pas de prise de gado, ça doit être surveillé très attentivement, parce que dès qu'il y a une prise de gado, il faut discuter la greffe, ou bien dès qu'il y a des signes neurologiques ou cognitifs, parce que neurologique, syndrome pyramidal, ils ont déjà l'AMN, donc ça ne va pas changer. Là. Mais cognitif aussi. Et avec on en discutait pour une autre maladie avec Fanny, c'est avec
Le fait que greffer un adulte, c'est pas greffer un enfant en termes de complications, etc. Moi, je suis plus je suis pas greffeuse du tout d'ailleurs, pour commencer, mais en tout cas, je m'occupe plus des enfants que des adultes, donc j'ai une vision de la greffe qui est peut-être plus, on va dire, optimiste que les médecins d'adultes, parce qu'il y a quand même, je pense, chez l'adulte encore un risque plus de de complications très très important. Le rythme de surveillance d'une IRM, alors chez l'adulte, c'est quoi, une fois par an? Oui. D'accord. Le risque de surveillance, c'est la surveillance, c'est une fois par an jusqu'à, on va dire, 45-50 ans. On dit qu'après, il y a beaucoup moins de risques. Mais par contre, s'il y a des lésions, il faut le faire plus souvent. C'est-à-dire qu'au moins avoir une idée de l'évolutivité de ces lésions. Donc tous les 3 mois ou tous les 6 mois, voire tous les 3 mois. Et s'il y a une prise de GADO, c'est encore plus fréquent. Donc le protocole, c'est de dire tous les ans. Maintenant, s'il se passe quelque chose, il faut adapter et discuter à ce moment-là, à chaque fois, à chaque IRM, est-ce qu'il faut discuter une greffe ou pas. Et une dernière question, je ne connais pas ce score de démyélisation, c'est utile. Le score de Loos, je le connais. Le score de Loos, c'est un score qui cote en fait l'atteinte de la myéline dans différentes régions, donc qui développe ses Loos ou l'os. C'est un neuroradiologue. Alors ça, je connais, en fait, ces scores-là. D'accord. Moi, je dis Loos tout le temps, mais c'est l'os, moi, je dis Loos. Mais donc, qui intègre le corps calleux, les faisceaux... des faisceaux auditifs, les voies visuelles, les voies auditives, les faisceaux corticospinaux, et puis les différentes parties de la myéline, enfin de la frontale, parieto-occipitale, etc. Donc côté de 0 à 2 à chaque fois. Et donc c'est ce score-là. C'est juste que je ne dis pas bien. D'accord. Depuis le temps, ça ne changera pas. De toute façon, je dirais que moi, je préfère Loos. C'est comme ça. L'os. Une petite question méthodologique sur les essais thérapeutiques dans l'adréno-leucodystrophie. Vous le disiez, le nombre limité de patients complique la conduite des essais thérapeutiques dans les maladies rares. Mais donc, dans le cas précis de l'adréno-leucodystrophie, qu'en était-il des groupes contrôle? Est-ce que l'histoire naturelle avait été suffisamment détaillée dans la littérature Je pense que vraiment, c'est vraiment l'ALD. D'abord, il y avait eu la greffe avant. Donc la greffe, déjà, ça servait entre guillemets, de contrôle. Comme il y a eu la greffe, il y a eu beaucoup de comparaisons de greffe à l'histoire naturelle. Donc tout ça, ça s'est fait en amont de l'essai clinique. On connaît parfaitement l'histoire naturelle. En plus, c'est vraiment rare ces maladies où vraiment les trucs sont très standardisés en fait. Ça semble bizarre pour tellement l'évolution et bien sûr, probablement qu'on se trompe et que dans 10 ans on aura d'autres critères. Mais là, c'est vraiment très L'expression n'est pas variable. Comment ? L'expression est peu variable. Oui, dans la forme infantile, je dis. À partir du moment où il y a des lésions. Où les lésions apparaissent. Donc en fait, on avait une belle histoire de la maladie, il y avait des groupes d'enfants traités avec un recul suffisamment long et c'est ces patients-là qui vont servir de contrôle en fait. Un dernier point, Caroline, est-ce que vous n'avez pas complètement ignoré le fait que la maladie, dans la MLD, au stade où on voit les enfants, c'est avant tout une maladie de la microglie, puisqu'on sait que la microglie par elle-même te rend malade. On l'a montré même chez les enfants nouveau-nés, et que donc la différence entre une greffe et d'apporter l'enzyme, c'est que dans la greffe, tu renouvelles en fait quand même ta microglie, puisque c'est ce que tu attends, et que du coup, je pense qu'effectivement, un des processus majeurs, c'est d'avoir peut-être un peu pensé, comme on le croit souvent, on apporte l'enzyme et tout va bien, quoi. Et en fait, être provocante ou provocatrice en disant qu'il faut faire une greffe de moelle aux enfants, mais je le pense sérieusement et ce sera la prochaine étape parce que même si c'est pas une maladie très inflammatoire en fait, a priori, mais les souris elles ont quand même une activation de la microglie, elles ont quand même une astrogliose. Les patients, il y a quelques papiers, mais nous on l'a jamais reproduit, qui montrent qu'il y a une petite interruption de la barrière, donc c'est une petite prise de gadolinium dans certaines, je pense, c'est une nerf crânienne, donc une petite note un petit peu inflammatoire. Donc c'est pas une maladie super inflammatoire comme la maladie de Crabbe ou encore moins comme la LD. Maintenant, clairement, on fait mieux au même âge, à 9 mois, on fait mieux avec une greffe de moelle qu'avec la thérapie génique. Puisqu'on a fait les deux, on a greffé 3-4 patients avec très petits, 1 mois, 2 mois, 7 mois, 9 mois, avec une greffe allogénique, une greffe de sang de cordon. Ils ont développé une maladie. C'est pas la même, ils n'ont pas développé de leucodystrophie. Ils n'ont pas de leucodystrophie, ils sont malades, ils sont même pour certains décédés, mais on a fait quelque chose.
Pas assez, mais on a fait quelque chose. Là, rien. Donc, or, pourtant, on a quand même mis le gène, quoi. On a quand même mis l'enzyme. Ton AV10, il va dans la microglie? Lui, non, mais on dit que l'enzyme y va. Non, je ne sais pas où on sait. Tu sais, là, pour le coup, la souris, donc chez la souris, il n'y avait pas beaucoup d'AAV, mais il y avait de l'enzyme dans la microglie. Il n'y avait pas beaucoup de vecteurs, mais il y avait de l'enzyme. Après, la souris, on va l'oublier. Après, chez le primate, c'est un peu compliqué, parce que le primate, comme il a une enzyme lui-même, donc c'était difficile de savoir. Mais c'est une des hypothèses, hein, c'est qu'effectivement, ça n'a pas été au bon endroit, au bon moment, c'est clair, hein, c'est clair. Et donc, l'idée, c'est quand même, je pense que la greffe va... Plus les résultats quand même de l'essai italien de thérapie génique. Donc je pense que ça va faire partie des traitements à combiner avec quelque chose. De l'enzyme, la thérapie génique, autre chose. Et ensuite, ça m'a aussi fait réfléchir sur le fait que je pense qu'il faut, quand on fait un design d'essai clinique, maintenant, il ne faut pas faire une molécule, il faut en mettre 3 à la fois. Il faut jouer sur l'énergie. Ah ouais, non, mais c'est pas, c'est pas des médicaments très compliqués, donner des trucs de l'énergie et tout ça. Enfin, donc le prochain essai, ça va être un petit peu, je pense, parce que sinon on va jamais y arriver. S'il faut 15 ans à chaque fois pour chaque truc, pour montrer qu'au bout de 15 ans qu'il faut les combiner, ça va être un petit peu long. Ce sera plus là.